Alors sur ce sujet, j'ai la chance d'avoir un plateau assez divers, hein, avec des expertises et des éclairages, à mon avis, complémentaires. Claire, tu m'as fait l'amitié de venir ici ce soir. Donc Claire est notre Chief Technology and Innovation Officer. On va parler des États-Unis. Je crois que tu connais quand même assez bien puisque tu as vécu 7 ans. Tu as passé du temps à Boston, sur les bancs du MIT. Et puis après, tu as monté, évidemment, ta start-up. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. Alors, j'ai monté une start-up aux États-Unis dans la région de Boston, hein, à la suite de ma recherche, donc en pricing et en revenue management, d'abord pour les compagnies aériennes, mais ensuite sur d'autres sujets. Et je suis revenue en France en 2014, il me semble, pour travailler chez Vinci Autoroute, où j'étais sur les sujets notamment de big data, de digital. Et plus récemment, j'ai rejoint le groupe Mazars pour m'occuper des sujets de transformation de nos métiers. Donc c'est le thème d'aujourd'hui est complètement en phase avec ce qu'on fait. Et peut-être pour cadrer un petit peu, ici, quand on parle de révolution digitale, le digital, c'est tout ce qui est lié à la dématérialisation et notamment toutes les conséquences qui sont liées à la dématérialisation. Donc on parle d'automatisation, de robotisation, d'intelligence artificielle. C'est tous les sujets aujourd'hui qu'on brasse. Enfin voilà, quand on parle de digital aujourd'hui dans cette table ronde, c'est ce qui est impliqué. Voilà, donc vous l'aurez compris, Claire a pris le meilleur virage qui soit en nous rejoignant il y a quelques mois sur ce beau projet. Mais on a aussi la chance de vous avoir, Nathalie Servier. Vous êtes, directrice des ressources humaines de Velvet Consulting, qui est un cabinet, m'avez-vous dit, hybride, spécialiste à la fois de la transformation client et digitale, et leader du HCX. Alors il va falloir m'expliquer le HCX. Oui, alors le HCX, c'est Hyper Customer Experience. Effectivement, Velvet, c'est un cabinet hybride dans la mesure où, contrairement à d'autres modèles de cabinet, il couvre l'intégralité de la chaîne de valeur de la relation client, en partant du conseil stratégique, marketing un peu classique, jusqu'à l'agence digitale, en passant par toutes les solutions techniques et la data, puisqu'on a aussi une équipe de data scientists. Donc c'est ce modèle un petit peu particulier sur le secteur qui en fait qui fait sa particularité. Et le HCX, c'est une approche holistique de l'ensemble des enjeux de la relation client pour les entreprises avec lesquelles on travaille, que nous permet, donc qui est beaucoup plus agile et beaucoup plus global, et que nous permet ce modèle hybride justement. Voilà. Merci. Et nous avons également avec nous Julien Nossetti. Alors Julien, vous êtes chercheur à l'Institut français des relations internationales, donc un think tank, spécialiste des problématiques numériques et cyber internationales. Vous allez peut-être nous dire un peu sur quoi portent précisément vos travaux actuels. Merci Bruno. Alors effectivement, donc à l'IFRI, je suis en charge de la recherche sur les sujets numériques internationaux qui recouvrent un vaste panorama de thématiques, évidemment, comme vous en doutez, donc la diplomatie du numérique, les questions de gouvernance de l'Internet et plus largement la façon dont, au fond, le numérique a fait irruption sur la scène internationale de façon irrémédiable et chamboule toutes les hiérarchies qu'on avait pu connaître jusqu'à présent. Actuellement, je travaille davantage sur la gouvernance de la cybersécurité et sur les impacts de l'IA, de l'intelligence artificielle en politique internationale. Donc avec notamment l'impact que ça va pouvoir avoir sur la relation sino-américaine en particulier et la place de l'Europe dans tous ces débats. Merci Julien. Alors si on en revient à notre thématique pour lancer le débat, il y a un constat qui me semble quand même s'imposer, qui est que les États-Unis ont quand même démarré un peu avant l'Europe et ont réalisé des efforts constants en matière de développement de l'économie digitale. Il y a un chiffre qui est quand même assez frappant quand on regarde la capitalisation des entreprises technologiques mondiales. On lit que les États-Unis en représentent 42%. Et l'Europe, vous m'avez dit, Julien, 3%. Bon, ça pose le débat. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'en Europe, les initiatives, il y en a, hein, mais elles ont pu sembler, en tout cas par le passé, peut-être moins intenses, peut-être un peu plus diffuses que ce qu'on a pu voir aux États-Unis. Bon.
Et puis, vous savez qu'en Europe se pose le sujet quand même de la gouvernance, comment coordonner tous ces États. On entend que de nouveaux gouvernements se mettent en place, ça prend parfois un petit peu de temps, il y a parfois un certain nombre de surprises. Il aura échappé à personne qu'il y a un sujet qui s'appelle le Brexit, qui va peut-être encore un peu complexifier la donne. Voilà, donc on se demande, l'Europe était peut-être pas partie en premier, le contexte c'est peut-être pas très facile. Ce qu'on peut un peu se demander, c'est coincé entre les États-Unis et puis un autre géant qui est la Chine, quelles sont nos chances? Comment faire pour revenir dans la course? Alors en même temps, côté US, moi j'ai vu aujourd'hui qu'il y avait beaucoup de conférences sur la situation politique actuelle et que le nouveau président ne laissait pas indifférent. Alors justement, en matière de plateforme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça donne, cette nouvelle administration? Ça donne beaucoup de choses. Alors pour bien saisir la rupture entre Obama et Trump, il faut revenir peut-être très brièvement sur ce qu'a été justement le numérique pour l'administration Obama. Il y a une vraie rupture, à mon avis, sous les deux mandatures de Barack Obama, qui a vraiment saisi tout le potentiel de ces thématiques et a su redéployer la puissance américaine autour du numérique, précisément. À la fois la stratégie de développement économique et la stratégie de sécurité américaine. Évidemment, avec pas mal de couacs, on l'a bien vu au moment de l'affaire Snowden en particulier, qui a été emblématique des travers et des abus, évidemment, liés à l'utilisation du numérique. Et cet usage sous Obama a eu pour conséquence de faire d'Internet et du numérique un des principaux leviers de la puissance américaine. Pour rappel aussi, pour être un petit peu dans le prolongement de Bruno en matière de chiffres, la capitalisation boursière des GAFAM, donc les quatre acteurs dont on parle souvent, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, équivaut plus ou moins au PIB de la France en 2016. Donc ça vous resitue un petit peu l'échelle de la puissance financière de ces acteurs. Alors évidemment, Trump n'est pas un imbécile en matière numérique, même s'il a mis très très tôt les pieds dans le plat en la matière, puisque dès sa campagne présidentielle, il a pas véritablement montré de réelle appétence pour ces thématiques et a été dans l'affrontement permanent, comme sur d'autres thématiques, avec en particulier les principaux leaders du secteur. Je fais référence en particulier à Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qu'il a à plusieurs reprises vertement tensé sur Twitter, son canal d'expression favori, comme vous le savez. Il a pris à partie à de nombreuses reprises, également des échauffourées avec Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX. Donc tout ça a donné lieu à tout un contexte assez délétère entre Trump et les principaux acteurs de la tech américaine. Et les facteurs de tension se sont cristallisés principalement sur deux points. Le premier, ça a été la question de l'immigration, puisque Trump a un positionnement très faucon sur les enjeux de l'immigration, et sachant que la Silicon Valley dépend très largement des ressources évidemment humaines du monde entier, les rapports ont buté sur cette question de l'immigration. Et le deuxième enjeu, c'est une politique numérique de la part de Trump qui a été dès le départ perçue comme étant anti-innovation. Et ça a été largement le fait aussi d'une priorité accordée par Trump sur les industries traditionnelles, que sont le pétrole, le gaz principalement. Donc les rapports avec la tech américaine n'ont pas été facilités par toutes les enquêtes qui sont encore en cours au sein du Congrès américain sur l'interférence supposée de la Russie dans l'élection présidentielle. Avec les auditions des principaux responsables de Google, Facebook et Twitter en particulier, les rapports de l'administration Trump avec ses acteurs, c'est pas facilité et bute encore très largement sur ces questions. Donc tout ça pour vous resituer une atmosphère assez anxiogène. Il y a aujourd'hui un intense débat public aux États-Unis, dans les médias, dans la presse, la télévision, sur ces grands acteurs du numérique qui sont perçus comme nocifs en quelque sorte pour la démocratie, puisqu'ils permettent de diffuser des fausses informations. Je fais référence à ce débat sur les fake news qui irrigue encore largement le débat américain. Et également sur son volet économique, qui est la question de l'hégémonie de ces acteurs
acteurs et des super monopoles qui ont été constitués par ces Google, Facebook et consorts. Il y a beaucoup de débats aujourd'hui en interne sur comment les réguler, comment les démanteler. Évidemment, il y a beaucoup de références qui sont faites avec de vieilles initiatives qui ont eu lieu dans les années 30 et 40 sur le démantèlement du secteur pétrolier avec la Standard Oil par exemple, le démantèlement du secteur des télécoms avec AT&T dans les 80, etc. Donc voilà, pour le coup un contexte très marqué aux États-Unis et qui ne facilite pas les rapports, hein, encore une fois, entre Trump et cette industrie qui est absolument stratégique pour la puissance américaine. D'accord, oui, effectivement, Julien, je pense que c'est tout à fait clair que l'arrivée de l'administration Trump change un peu la donne et en tout cas l'état des relations entre les GAFA, les grandes plateformes et le gouvernement. Mais enfin, pour autant, si on revient au constat de base, les États-Unis ont quand même été le lieu, et la Silicon Valley en particulier, au moins au début, où sont apparus ces grands acteurs. Alors j'aimerais bien, je vous propose qu'on se penche un peu sur ce sujet. Quelles sont les conditions, en fait, les facteurs qui ont permis cette émergence précisément aux États-Unis et peut-être plus particulièrement dans la Silicon Valley? Alors c'est vrai que la Silicon Valley continue à faire rêver. C'est l'un des plus vieux écosystèmes. Ça a commencé autour des années 1960, donc c'est quand même déjà relativement vieux aujourd'hui. Mais il ne faut pas restreindre l'écosystème tech à la Silicon Valley. Aujourd'hui, même aux États-Unis, on voit d'autres écosystèmes émerger, notamment sur la côte Est avec New York, Boston. Et plus récemment, en Chine, on voit aussi que des nouvelles choses se passent. Donc la Silicon Valley fait rêver, c'est un vieil écosystème, et des nouvelles sphères sont en train d'apparaître et on peut se positionner sur ce domaine. Alors, pour revenir à ta question, Bruno, quels sont les facteurs de succès de la Silicon Valley? J'aime dire qu'il y en a 4, mais on peut compléter, je pense. Beaucoup d'encre a coulé sur ce sujet. Pour moi, l'un des premiers, c'est la culture américaine d'innovation continue. Les Américains ont réussi à se renouveler au fur et à mesure que le changement de paradigme induit par l'augmentation des capacités des processeurs amenait le développement des ordinateurs, d'Internet, des smartphones, etc. Ils ont réussi à se renouveler de manière très agile. Donc ça, c'est l'un des facteurs. Ils ont aussi accès à beaucoup de financement. Ils ont des liens très imbriqués entre universités, industrie, mais aussi gouvernement. Donc l'un des premiers financeurs du MIT, en tout cas dans le département d'aéronautique dans lequel j'étais, c'est le département de la défense américain. Et un troisième facteur est l'accès à un marché énorme, le marché américain, qui adopte très rapidement des nouveaux outils, qui a la même langue, la même culture. Et donc, une fois qu'on a un produit, c'est très facile de le déployer. Et du coup, d'avoir des parts de marché, de pouvoir accéder à d'autres pays par la suite. Et le quatrième, qu'il ne faut pas négliger, je pense Nathalie pourra compléter, c'est les talents. Ils ont une politique d'immigration choisie. Et quand on regarde aujourd'hui, les startups de la Silicon Valley ont très largement été lancées par des immigrés, à 52%. Et c'est ce qui a fait en fait cette émulation, stimulation, cet apport de sang neuf, d'idées nouvelles qui ont trouvé un écho dans la vallée. Alors justement, sur cet aspect culturel, hein, qui pourrait être un des atouts des États-Unis, qu'est-ce que votre expérience pratique professionnelle peut vous permettre, vous inspire? Ouais, moi, c'est ce que j'ai vraiment envie de souligner, effectivement, pour rebondir sur ce que disait Claire, c'est que je pense qu'un des atouts majeurs aux États-Unis, c'est la culture, et notamment la culture de travail, qui est beaucoup plus libérée, entre guillemets, que ce qu'on peut connaître en Europe, autour du sujet de l'expérimentation. Il y a effectivement cette culture de essayer, réessayer, etc., jusqu'à ce que ça finisse par donner quelque chose, ce qu'on a un petit peu moins ici. Il y a aussi une grosse différence culturelle autour de la notion de risque, et notamment du droit ou même du devoir à l'erreur et à l'échec. En Europe et particulièrement en France, un échec, ça reste un échec. Quand aux États-Unis, on considère que c'est juste une étape vers la réussite.
ce qui change quand même un tout petit peu le mindset et la façon d'appréhender la notion même d'innovation et d'expérimentation. Et puis un rapport différent également à l'entrepreneuriat, qui, je pense, enfin voilà, ces trois facteurs mis ensemble font qu'on a une dynamique qui globalement est plus favorable à la transfo digitale et plus largement à l'innovation en général. Voilà. Il y a aussi le fait que, à cause de cette culture-là, les faiseurs, les doers, comme on dit, sont plus facilement reconnus là-bas que ça ne l'est en Europe. Et puis j'ai envie de faire un petit peu le parallèle finalement avec, en tant que RH, avec l'appréhension qu'on a justement des talents. En Europe, en particulier en France, les DRH sont souvent de formation juridique au départ, ce qui est quand même pas très rock'n'roll. Là où aux États-Unis, les patrons RH sont les patrons talents. Et en fait, là aussi, on a un prisme qui est complètement différent et qui conditionne beaucoup, finalement, là où on met l'énergie et là où on va aller chercher la création de valeur. Bon, moi, je n'avais pas osé me faire l'avocat du diable sur les aspects RH, mais merci d'avoir eu le courage de le faire. Alors, vous écoutez quand même, et on rejoint le constat de départ, il semble que l'Europe soit quand même assez mal partie. Enfin, en tout cas, on n'était pas les premiers. Et bon, ça se profile pas très bien. Je vous propose quand même qu'on essaie d'explorer les atouts que pourrait avoir l'Europe dans cette course à la révolution digitale, à l'émergence, en fait, si on la définit de façon peut-être un peu réductrice, comme l'émergence de grands acteurs technologiques digitaux. Alors, sur le plan des atouts, peut-être, Julien, on pourrait explorer l'aspect, j'allais dire, un peu réglementaire autour des data. Exactement. Alors, il faut évidemment rappeler ce que vous avez fait, Bruno, tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe, elle pâtit toujours d'un double effet ciseau, au fond, entre l'hégémonie américaine et chinoise, et qui affaiblit l'Europe, et un continent qui peine à s'affirmer encore aujourd'hui comme une puissance industrielle de premier plan. Donc du coup, cette double dimension ne facilite pas les choses pour l'Europe, évidemment, même s'il est toujours très tentant d'adopter un discours défaitiste. On a dit un peu de positif. Voilà, précisément. Donc je commençais par une petite phrase négative et ensuite j'amène vers le positif. Alors, il y a un effort notable aujourd'hui qui a été entrepris de la part de l'Union européenne en matière de politique des données qui est un enjeu absolument stratégique, évidemment en matière économique, mais aussi sociétale et politique étrangère, en matière stratégique, évidemment. Il y a ce fameux RGPD, le Règlement général de protection des données, qui est censé entrer en fonction à la fin du mois de mai, le 25 mai, à l'échelle européenne, et qui a une double ambition, pour schématiser, c'est celui d'abord de renforcer la protection des données, le régime de protection des données, et d'harmoniser toutes les règles au sein de l'Union européenne. Donc c'est un des rares exemples où il y a une forme de consensus chez les Européens en matière de numérique, puisque traditionnellement, vous aviez, là encore une fois pour schématiser grossièrement, vous aviez deux tendances à l'échelle du continent. C'était l'Europe du Nord qui avait une vision beaucoup plus américano-centrée, beaucoup plus libérale, et une Europe du Sud qui était beaucoup plus régulatrice, une position un peu plus jacobine au fond sur ces enjeux. La France se situant parfois entre les deux, même si l'héritage jacobin est toujours très très présent. Alors, cet accord, ce RGPD succède à plusieurs accords qui avaient été très contestés, en particulier depuis l'affaire Snowden. Je fais référence au Safe Harbor et au Privacy Shield, qui réglementaient les échanges de données transatlantiques, donc entre États-Unis et Union européenne, donc très critiqué évidemment, puisque très largement favorable aux sociétés et au gouvernement américain. Donc il y a eu des travaux au long cours qui ont été entrepris par Bruxelles et par les responsables bruxellois en vue de clarifier cela et d'essayer au fond de rétablir un peu les hiérarchies et de faire en sorte que le droit des personnes, des citoyens aussi, des usagers soit aussi respecté et ne soit pas en défaveur des Européens. Donc il y a certaines innovations qui ont été inclus dans cet accord, en particulier le droit d'accès et de rectification aux données, le droit à l'oubli,
qui sont, enfin, je pense, des marqueurs un petit peu de l'identité européenne en matière de données. Oui, et si je peux ajouter, ce qui est vraiment intéressant dans cette nouvelle réglementation, c'est qu'elle est commune à tous les pays européens et qu'elle protège tous les citoyens européens. Donc on ne parle pas de la société, de l'organisation, mais on parle bien de l'utilisateur final. Et c'est ce qui est nouveau. Et là, on prend vraiment la dimension du dessus. On n'est plus avec une CNIL en France et un homologue en Espagne, etc. On a vraiment une réglementation commune avec une entrée en vigueur très prochainement. Et ça, c'est nouveau. Oui, c'est absolument nouveau. Et c'est aussi un texte qui esquisse aussi un aspect extrêmement intéressant, c'est celui de la portabilité des données. C'est-à-dire que chaque utilisateur peut, au fond, maîtriser ses propres données. Tout à fait, oui. Voilà. Et ce qui a donné lieu d'ailleurs à un début de débat en France, assez nourri dans la presse en particulier. Récemment, oui. Et qui a aussi rejailli en Allemagne en particulier et en Italie, il me semble. Et là, enfin, en matière de politique de données, si on veut avoir un angle un peu plus politique ou géopolitique, il faut, je pense, ne pas occulter une dimension qui est assez intéressante aussi, c'est celle de l'influence, au fond, normative des Européens en matière de droit du numérique et de données, puisque toutes ces initiatives sont observées, sont écoutées par les Chinois, par les Américains également, et certaines des dispositions qui ont été mises en place récemment par la Chine, je fais référence notamment à la loi sur la cybersécurité, évidemment dans une finalité plus sécuritaire, on parle du régime chinois, mais les autorités de Pékin sont aussi inspirées des dispositions et des réflexions qui ont eu cours à l'échelle européenne. Et là, avec RGPD, l'Europe essaye de prend le lead sur la confiance. Donc c'est comme ça que tu as ouvert, Julien, le sujet. Il y a un peu ce manque de confiance qui est en train de se faire entre les grandes plateformes et puis les utilisateurs. Et là, c'est l'occasion pour l'Europe de se positionner justement sur cette niche et on verra ce que ça donne. Voilà. Et encore une fois, c'est cette question de la confiance qui avait été au cœur des révélations de Snowden. Parce qu'au fond, les révélations de Snowden avaient brisé la confiance entre usagers et grands acteurs numériques par la faute aussi d'une politique gouvernementale américaine. Mais, et ça, l'Europe a bien su saisir les enjeux et se positionner sur cette question de la confiance. Et en matière numérique, c'est absolument fondamental. Donc on a bien compris que dans les atouts, il y avait un espoir qui est cette réglementation GDPR. Alors est-ce que ce sera le bon niveau de réglementation ou pas? L'avenir nous le dira. Si on revient sur les atouts RH, vous nous avez décrit, Nathalie, tout à l'heure un ancien monde qui était une fonction RH un peu poussiéreuse, mais je suis certain que chez Velvet Consulting, ça ne se passe pas comme ça, et que globalement en Europe, ça ne se passe pas comme ça. Si on doit pointer, mettre en avant un atout, en plus de celui effectivement de la confiance que peut créer cette nouvelle réglementation, pour moi, il y en a un qui est essentiel, c'est que celui du niveau des formations en Europe, et en particulier en France, puisque en fait, on a un vivier d'écoles de référence sur tout ce qui touche notamment à l'intelligence artificielle et aux maths appliquées. Et ça, c'est un vrai atout majeur qu'on transforme peut-être pas suffisamment et qui est peut-être pas encore suffisamment important en volume, mais qui est une réalité et sur laquelle on peut continuer à capitaliser. Ça, c'est essentiel. Après, probablement les États-Unis et la Russie, qui sont en termes de niveau de formation probablement ex aequo au premier rang. La France est probablement juste derrière en termes de niveau de formation. Donc ça, c'est un atout majeur sur lequel il faut qu'on s'autorise à capitaliser. C'est essentiel. On a quand même parmi les meilleurs au monde dans ces domaines en Europe. Donc on n'a pas à rougir, en tout cas, du niveau de nos experts sur le sujet. Et ça, c'est quand même un atout absolument essentiel. Et j'en veux pour preuve qu'on a quand même, par exemple, le patron de la R&D intelligence artificielle de Facebook, qui est un Français, Yann Lequin, qui a été formé dans une école d'ingénieurs à Paris et qui a obtenu un doctorat chez Pierre et Marie Curie. Donc voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est très fort, c'est un vrai asset sur lequel on doit absolument peut-être réfléchir sur la façon de donner envie de rester à ceux qui se sont formés en Europe plutôt que de partir ailleurs. Mais voilà, ça pour moi c'est l'atout majeur qu'on a en Europe, c'est celui-ci.
Et en matière d'entrepreneuriat ou d'intrapreneuriat, alors je sais que nous, on a notre lab, hein, bien sûr, que tu animes. Vous avez sans doute, évidemment, le vôtre. Comment ça évolue de ce côté-là en Europe, selon vous, Nathalie? Alors, je vais reboucler sur la question de la culture au travail, hein, que j'évoquais tout à l'heure, parce que on a encore probablement des progrès à faire là-dessus. Pour moi, il y a quelque chose qu'on commence à faire en Europe, mais peut-être probablement de manière encore un petit peu timide, c'est d'organiser mieux et de développer les synergies entre les entreprises et tout l'écosystème éducatif et de recherche. Donc créer vraiment des ponts entre deux mondes qui ne se parlent encore pas suffisamment aujourd'hui, et en particulier dans ces domaines que sont les entreprises, même si je sais que chez Mazars, il y a des choses très intéressantes qui se font. Voilà, là on a vraiment un levier de création de valeur autour de l'hybridation des savoirs, des compétences entre le monde de l'entreprise, et il faut absolument développer ces partenariats. Après, sur la dimension intrapreneuriat, c'est finalement, ça revient à la place qu'on laisse dans les entreprises à la créativité et à l'innovation. Ça, c'est un vrai sujet parce que ce qui est assez culturellement ancré depuis longtemps chez des Google et compagnie, les 20% de temps dédiés à ça, c'est pas encore tout à fait le cas chez nous. Et il faut évidemment aller vers ça, mais ça va de pair avec ce que j'évoquais juste avant, qui est la question des partenariats avec les écoles. Et alors, toujours une note optimiste hein, sur les atouts de l'Europe. Toi, Claire, qui a une expérience américaine marquée et qui maintenant est de retour en Europe, comment tu vois les choses? Alors, je vois les choses de manière assez positive. Et récemment, j'ai eu la surprise de rencontrer des Américains entrepreneurs investisseurs à Paris qui étaient venus sur les nouveaux visas, vous savez, les French Tech Visas, qui ont été mis en place, il me semble, cet été. Et on voit, en quelques mois, on commence à voir des nouveaux talents qui arrivent avec des profils variés. Ils n'ont pas été formés en France, ce ne sont pas des Français, mais ils sont intéressés par l'expérience. Donc, bien sûr, il faudra aussi trouver les moyens de les retenir. Mais ces visas, ces nouvelles politiques d'immigration vont nous aider justement à aller plus vite et accélérer les choses. Je pense qu'on est déjà bien parti, mais voilà des atouts qui sont déjà mis en œuvre. Je pense qu'après, on peut encore travailler sur la fiscalité, puisque des entreprises qui sont moins taxées peuvent investir plus. Donc là-dessus, il y a un vaste sujet. Il faut continuer à travailler. On a vu que l'épisode des pigeons avait quand même fait fuir des entrepreneurs français. Donc peut-être encore là-dessus, l'Europe doit un peu homogénéiser tout ça. Et en termes de régulation, on a parlé de cette nouvelle norme. Mais il faut, sans être trop sans brider l'innovation, poser des cadres qui permettent de laisser les Européens expérimenter, que ce soit pour le véhicule autonome qui va être un grand sujet d'avenir, les drones, etc. Il ne faut pas brider les initiatives par des réglementations trop fortes. Il faut certes cadrer les choses, mais il faut laisser la place à l'expérimentation pour qu'ensuite l'Europe fasse émerger des players et qu'on soit en mesure d'instaurer des nouvelles normes qui seront respectées ailleurs, etc. Donc là-dessus, on a encore des choses à jouer. Et je pense que c'est très important. Sur ce point, dans le prolongement de ce que vient de dire Claire, c'est une dimension évidemment fondamentale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où les Américains et les Chinois n'ont absolument aucune pudeur à collecter de gigantesques bases de données sur des utilisateurs et sur toutes les activités humaines et économiques, et qu'avec le développement progressif, de plus en plus sophistiqué de l'IA, de l'intelligence artificielle, justement, celui qui maîtrisera les données aura un avantage absolument majeur. Donc les Européens, s'ils sont dans un momentum où ils veulent trop réguler, au risque de brider l'innovation, l'Europe sera peut-être davantage en difficulté. Donc il y a tout ça pour dire qu'au fond, il y a un équilibre à trouver, précisément, entre régulation et innovation, et c'est éminemment délicat à atteindre. La bonne nouvelle, quand même, sur ces 10 dernières années, c'est qu'on voit émerger une vraie dynamique d'entrepreneuriat. On a vu fleurir beaucoup de start-up autour du digital.
y compris en RH. Et ça, c'est plutôt un super signe. Maintenant, effectivement, il faut créer les conditions et continuer à favoriser le fait que ça se développe et que les entrepreneurs aient envie de rester. Mais c'est une vraie bonne nouvelle, ça, quand même. Voilà, ça c'était justement ma question suivante pour vous, c'est comment mettre en avant ces atouts européens qu'on a pu esquisser. Peut-être Claire, moi ça m'intéresserait d'avoir ton éclairage sur ton expérience Mazars, parce qu'il y a une feuille blanche, il y a une histoire à écrire. Alors comment tu vois les choses? Comment est-ce qu'on peut faire de cette expérience chez un acteur d'origine européenne un vrai succès? Alors, Mazars s'inscrit vraiment dans cette démarche philosophique de renouvellement continu. On essaye de stimuler les idées en interne, de laisser la liberté à nos équipes de proposer des nouvelles choses, de les mettre en place, de les tester, d'expérimenter. Donc, c'est nouveau dans la culture. Mais on est vraiment sur ce schéma-là. Et en parallèle, on travaille tous ces sujets de déploiement. Donc, une fois qu'on a un projet qui marche, comment est-ce qu'on fait pour générer de l'adoption? Et donc là-dessus, on teste notre marché intérieur, donc nos propres employés d'abord. On en a 86 pays. Voilà, dans 86 pays. Donc, ça nous permet de mettre en place ce mécanisme-là pour arriver à atteindre des niveaux d'industrialisation qui soient comparables à ce que peuvent faire des concurrents beaucoup plus gros. Donc mais c'est une philosophie, il faut le faire tous les jours, il faut se lancer et puis ne pas s'arrêter au premier échec ou à la première difficulté. Chez Velvet, on a expérimenté il y a peu de temps quelque chose de cet ordre-là. On a suivi un de nos collaborateurs qui avait envie de lancer un hackathon autour de l'intelligence artificielle, l'IoT, etc. Et ça a été une super expérience. D'ailleurs, au-delà pour l'ensemble des collaborateurs qui ont été associés à ça. Et on est en train de capitaliser sur ce qui est ressorti de ce hackathon-là. C'est typiquement, c'est pas très compliqué à faire en plus. C'est juste une question de posture et d'ouverture, effectivement, à cette créativité-là et aux démarches d'innovation. Oui, laisser la liberté. Alors voilà ce que nous, on peut faire dans les entreprises. Mais Julien, à votre avis, qu'est-ce que les gouvernants devraient faire pour mieux mettre en avant, en valeur, ces atouts en Europe? Question délicate que celle de dire ce que les gouvernements devraient faire. J'ai osé. Là, vous placez une responsabilité très très lourde sur mes épaules. Alors, il y a plusieurs chantiers qui sont évidemment en cours et que peut-être les États devraient accentuer leurs efforts, à la fois en matière d'IA, évidemment, et en matière de taxation, même s'il y a des tendances contradictoires qui ont vu le jour en la matière. Alors, en matière d'IA, les Européens, via la Commission, vont dévoiler une stratégie au début de l'été, qui sera évidemment à suivre de très près et qui arrivera dans la foulée des stratégies françaises et allemandes qui, elles, seront dévoilées au printemps. Donc il y a évidemment beaucoup de choses à suivre en la matière, dans un contexte où, comme je l'ai dit au début de l'intervention, on est dans une intense compétition entre Chinois et Américains en matière d'IA, et l'Europe a encore beaucoup d'efforts à réaliser en la matière. En matière de taxation, il y a une actualité à la fois française et européenne qui est très très dense, et là on est dans ce contexte où il y a une forme de retour à la loi qui s'opère pour les GAFAM. Et voilà, la question est de savoir si la sous-fiscalisation qui avait lieu jusqu'à présent touche à sa fin ou pas. Et de nombreuses initiatives ont lieu à Bruxelles et entre les différentes capitales européennes pour essayer d'équilibrer davantage les recettes et la question fiscale. Et puis bon, on est dans l'enceinte de Grenoble École de Management. Alors je n'insiste pas, Nathalie, à me tourner vers vous pour vous demander, on a vu ce que pouvaient faire les entreprises, on a un petit peu parlé des initiatives politiques, gouvernementales, mais le monde de l'éducation, le monde de la recherche, comment vous voyez les choses? Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est essentiel de créer les ponts et d'établir des vrais partenariats autour de la recherche entre les entreprises. C'est-à-dire que ça doit devenir complètement poreux, en fait, idéalement, entre les universités, les écoles de commerce, les entreprises dédiées à la recherche sur tous ces sujets. Ça, c'est un vrai qui commence ici et là.
on a quand même des entreprises qui sont dans cette dynamique, dont Mazars d'ailleurs. Chez Velvet, on a aussi ça, on est aussi dans cette démarche-là. Mais c'est absolument fondamental, en fait, pour accélérer complètement la puissance de feu, j'allais dire, de tout l'asset qu'on a en termes de savoir et de connaissances. Ça, c'est important. On a évoqué le fait de laisser la place à l'innovation dans les entreprises. Pour moi, il y a une troisième chose qui est essentielle et qui doit se passer absolument dans les entreprises et pour lesquelles les RH ont une responsabilité, c'est l'évolution finalement du mindset à l'intérieur des entreprises. On parlait tout à l'heure de la nécessité d'avoir un autre rapport et à l'expérimentation et au droit ou même au devoir à l'erreur dans les entreprises, ce qui n'est pas encore complètement le cas. Donc là-dessus, je pense qu'il y a un vrai gros boulot à faire qui relève de la responsabilité en partie des RH et surtout d'accompagner toute la transformation des modèles managériaux et des modèles de leadership qui vont avec. Parce que ça ne se décrète pas, le droit à l'erreur ou la capacité à ouvrir le champ des possibles pour créer de l'accomplissement, de la création de valeur par l'accomplissement des individualités. Ça ne se fait pas en claquant des doigts un matin. C'est un travail de longue haleine. Ça touche à la culture d'entreprise. C'est un vrai boulot de RH, pas que d'ailleurs, c'est le boulot de tout le monde. Mais pour moi, c'est un sujet fondamental qui permettra, avec les autres leviers qu'on a identifiés, de faire réellement bouger des choses. Alors, on a vu que les États-Unis avaient des atouts indéniables, l'Europe aussi. Et finalement, mesdames, messieurs, je suis un peu désolé de vous dire, mais on n'a pas répondu à la question. Donc, je voudrais vraiment, en guise de conclusion, vous demander à chacun de vous prononcer, ou en tout cas de commenter. Donc, je rappelle le sujet. Est-ce que l'Europe est en mesure de contester ce leadership des États-Unis dans la révolution digitale ? Et l'honneur revient à Julien de se mouiller un peu et de dire ce qu'il en pense, puisque tout le monde a des atouts, donc c'est très bien, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut entrevoir ? Je vais essuyer les plâtres de cette première réponse. Mais Nathalie et Claire me rattraperont. Non, plus sérieusement, il est toujours extrêmement tentant quand on parle de géopolitique, de rivalité entre États, etc., de ramener ces enjeux justement aux politiques des gouvernements, aux grands acteurs du numérique. Il ne faut pas occulter pour autant la question des usages, c'est-à-dire ce que vous tous et nous faisons, les usages que l'on favorise, et ça c'est quelque chose qui est absolument fondamental à garder en tête, puisqu'au fond ce sont là nous-mêmes qui faisons et défaisons les hiérarchies très mouvantes dans le numérique. Voilà, donc de replacer aussi ces enjeux sous le prisme des usagers est à mon sens une dimension très importante. Oui, tout à fait d'accord. L'éclairage, alors nous on est une organisation européenne et américaine, donc on n'oppose pas nécessairement effectivement les deux mondes. Non, on va chercher les bonnes idées là où elles sont. Et le but, c'est de les accélérer et de les mettre à disposition du plus d'usagers possible. Et d'aller chercher les talents, de leur donner cette possibilité de passer d'un pays à l'autre, d'enrichir leurs connaissances, voilà, pour favoriser l'émergence de nouveaux produits, de nouveaux usages, de nouveaux scénarios. Alors, moi, je suis une indécrottable optimiste. Du coup, j'ai tendance à voir le verre à moitié plein quand même si ça n'empêche pas d'être réaliste. On a quand même des belles initiatives qui sont portées en Europe. Je pense à une plateforme collaborative qui a vu le jour en Estonie, qui est une plateforme citoyenne et qui s'adresse à l'intégralité des citoyens, d'ailleurs d'Estonie et d'ailleurs, et qui donne accès à un nombre incroyable et d'informations et de services, voilà, qui est une initiative qui fonctionne et qui, la preuve par l'acte, montre qu'on peut prendre des initiatives et que tout ce qui relève des initiatives citoyennes a une vraie force. Ça peut être un vrai moteur de développement des dynamiques. Voilà, de ces dynamiques-là. Donc ça, je trouvais... Alors, pour ceux qui s'intéressent, le projet s'appelle X-Road. Vous pouvez aller voir parce qu'on y a tous accès. Moi, je trouve que
on a beaucoup d'atouts. J'ai parlé tout à l'heure du niveau des formations. Il y a une vraie dynamique entrepreneuriale qui est en train de se révéler en France et plus largement en Europe. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. J'ai envie de dire que peut-être ce qu'il faudrait faire, c'est, je vais paraphraser une punchline d'une école de commerce bien connue, qui n'est pas Grenoble, mais c'est pas grave. Je pense que ce qui est important, ce serait d'apprendre à oser. En fait, voilà, c'est peut-être ce qui nous manque un petit peu en Europe. Toujours terminé par une provocation dans les murs de l'école, mais enfin bon. Et en France, voilà, c'est peut-être pour rejoindre les freins culturels que j'évoquais tout à l'heure, arriver à sortir un peu de nos complexes européens et se dire finalement qu'effectivement, en termes de volume, on a des mastodontes à côté, mais on a probablement des singularités qu'on aurait tout intérêt à mettre en avant. Et du côté des RH, dans ce qui se passe dans les entreprises, pour moi, ce qui est essentiel, c'est vraiment d'apprendre à se recentrer sur une approche qui soit définitivement tournée vers les talents et vers l'éducation, versus une approche un peu gardien du temple qu'on avait un peu tendance à voir culturellement. Et là, je vais paraphraser Laurent Chohin, qui est votre DRH chez Mazars. Chief People Officer. Voilà, pardon. Et qui a l'habitude de dire que finalement le plus important, c'est pas tant de transmettre, mais c'est de permettre. Et je pense que tout l'enjeu culturellement dans les entreprises, c'est d'ouvrir le champ des possibles pour donner cette liberté que tu évoquais tout à l'heure, Claire, pour l'innovation. Oui. Et les choses changent vraiment très vite dans le numérique. On voit que l'Europe a des atouts et qu'elle est déjà en mouvement. Donc c'est à nous de continuer sur cette lancée. Merci à vous. Alors je crois qu'on passe au temps des questions de la salle, s'il y en a. Bonsoir. Je me présente Alexandra Augier, HR chez Schneider. Je voulais quand même un tout petit peu rassurer notre jeune public étudiant ici. Il y a quand même des grosses structures multinationales françaises qui ont des vraies politiques sur les jeunes talents, sur l'innovation, sur le digital, sur la formation. Alors je dirais, soyez curieux, venez voir ce qui se passe aussi dans les multinationales françaises. On serait ravis, vous êtes les bienvenus. Parce que voilà. Mais là où par contre je reçois un tout petit peu Madame Servier, c'est qu'effectivement on a encore beaucoup de progrès à faire sur l'évolution du mindset. Voilà. Oui, c'est vrai. Et ce que je soulignais tout à l'heure sur la timidité en fait des initiatives autour de ces sujets, c'est vrai surtout pour les PME. On est déjà un cran un peu plus avancé sur les grands groupes, ça c'est une réalité. Bonjour, je m'appelle Uriel, je suis étudiant à GEM. Tout d'abord, merci pour cette table ronde qui fut assez intéressante et j'aimerais revenir sur un point, notamment l'aspect normatif de la révolution digitale. Il y a un débat actuel qui est assez important et qui, je pense, va être crucial pour l'avenir de l'Internet, c'est le débat de la neutralité du net. C'est vrai que depuis décembre dernier, les États-Unis ont mis à mal cette loi quasi fondamentale du fonctionnement d'Internet et justement l'Europe s'est un peu érigée en tant que défenseur de cette loi. Donc justement, je voudrais savoir votre avis sur est-ce que justement cette position de défenseur de la neutralité du net ne ferait pas de l'Europe, ne renforcerait pas justement cette position de leadership de l'Europe dans cette révolution digitale? Je vous rejoins totalement, vous avez tout à fait raison. Il y a des paroles évidemment qui sont allées dans le sens, en faveur de la protection de la neutralité du net de la part des dirigeants européens. Seulement, il faut passer du discours aux actes. Donc, je ne perçois pas pour l'instant de vrai leadership de l'UE en la matière, même si évidemment il y a eu des paroles des présidents français ou de la chancelière allemande en faveur de la sauvegarde du principe, qui, comme vous l'avez dit, est absolument clé qui est fondatrice aussi du réseau, de l'histoire du réseau. Mais encore faut-il aussi faire.
Parce que quelque part, ça revient sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la notion d'usage justement du digital, d'utilisation en l'occurrence ici d'Internet. Et c'est vrai que, moi je pense personnellement que si l'Europe arrivait justement à s'ériger en tant que puissance normative ou influenceur normatif du net, ça pourrait justement en faire un exemple à suivre pour tous les utilisateurs de cet outil. Bien sûr, bien sûr. Et là, l'enjeu dépasse largement à la fois l'UE, puis la Chine et les États-Unis, mais aussi à trait à l'Afrique, à l'Inde, qui sont aussi des continents à part entière en matière numérique. Donc du coup, tout ça pour dire que l'Union européenne a un vrai effort d'influence normative à faire. Et exactement, ça passe aussi par la question de la neutralité du net. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est pas seulement la question des données qui compte, mais c'est aussi la neutralité. Ouais. Merci. Oui, bonjour, moi je suis un ancien de Schneider Electric. Je voudrais votre avis sur un acteur que, il me semble, revient au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau de la robotique, au niveau de l'industrie du 4.0 dont on commence à parler, c'est le Japon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le Japon en termes de recherche et développement, en termes de, est-ce qu'il travaille plus avec la Silicon Valley ou avec d'autres, il est autonome? Merci. Alors, bonne question. Je connais bien la Chine, moins bien le Japon, mais je vais peut-être m'essayer à une réponse. Je vois le Japon à travers les robots, à travers tout ce qu'ils font, leur présence très forte d'intelligence. Alors, je la vois d'un œil de retraité. Mais... Ils sont beaucoup sur effectivement les robots, l'interaction entre humains-machines. Un peu aussi comme la Chine, ils travaillent beaucoup sur le caregiving, donc l'attention aux personnes âgées, notamment via des robots, puisqu'ils ont une population qui est vieillissante. Donc ils ont engagé pas mal d'investissements sur ces thématiques-là, il me semble, plus que sur d'autres sujets où on voit que la reconnaissance faciale, par exemple, c'est plus le domaine de la Chine. Mais Japon, l'Asie en général, est effectivement plus tournée vers les robots. Et on ne parle pas d'automatisation là, mais on parle vraiment de robots qui peuvent porter des choses, qui ont des actions et qui interagissent avec l'humain. Je n'ai pas d'expertise particulière sur le Japon, mais pour prolonger ce que vient de dire Claire, c'est que les efforts du Japon en matière de robotisation en particulier ont un lien extrêmement étroit avec la population déclinante du Japon. Donc ça, c'est un intérêt immédiat pour les autorités du pays à essayer de pallier justement ces ressources démographiques déclinantes. Après, le Japon, c'est aussi investi dans des niches. Et là, il faut regarder l'environnement immédiat du Japon, c'est la menace chinoise en particulier, enfin, tout particulièrement, pardon. Donc le Japon est un des pays leaders en matière de cybersécurité, par exemple. Voilà. Donc c'est pas seulement robotisation IA, mais c'est aussi la dimension plus sécuritaire. Bonsoir. On a beaucoup parlé de la partie de la partie logicielle de la révolution digitale, du monde numérique. Quid de la partie matérielle? Sans puce, pas de réseau, pas d'ordinateur, rien de tout ça. L'Europe ne doit-elle pas s'inquiéter du fait de ne plus disposer de grands compétiteurs, d'entreprises du semi-conducteur fortes? Puisqu'aujourd'hui, si on veut disposer d'une puce au nec plus ultra de la technologie, il faut s'adresser, je vais caricaturer un peu, soit à Intel, effectivement entreprise américaine, soit à Samsung, entreprise sud-coréenne. Mais nous n'avons plus en Europe effectivement de grands compétiteurs dans l'industrie du semi-conducteur. Est-ce que nous n'avons pas déjà malheureusement d'une certaine façon perdu une bataille qui est mal agencée pour nous, mal entamée? Si vous voulez poursuivre sur cet argumentaire un peu pessimiste, on pourrait aussi non seulement parler des semi-conducteurs, mais aussi des acteurs des télécoms. Hein. L'Europe était leader en 2000. Il n'y a plus de politique industrielle. Là, aujourd'hui, il n'y a plus de volonté. Voilà, exactement. Les câbles sont possédés en majorité par des sociétés américaines. Les Chinois ont développé leur propre politique beaucoup plus souverainiste en la matière. Les Européens sont un petit peu à l'écart, là-dedans. Donc on est aujourd'hui dans une situation effectivement où si on regarde le panorama de toutes les couches au fond d'Internet et du numérique, les sociétés européennes sont quand même en position de grande faiblesse, effectivement. Ouais. Donc voilà, en matière informatique, semi-conducteurs, c'est très problématique. Ouais. Oui, c'est le début de la chaîne industrielle, effectivement. Il me semble quand même qu'on a quelques acteurs qui travaillent sur le sujet, donc qui ne sont peut-être pas encore arrivés
à des niveaux où ils peuvent communiquer sur le sujet, mais il doit y avoir des consortiums avec Thales, Valeo, Renault, qui travaillent sur tous les sujets de véhicules autonomes et qui, il me semble, s'intéressent justement à reprendre le leadership sur l'industrie des semi-conducteurs, justement pour la raison que vous évoquez. Bonjour, donc je suis étudiant en classe préparatoire. J'aimerais savoir, en fait, du point de vue des relations entre l'Europe et l'Afrique, est-ce que vous ne pensez pas que l'Europe ait une carte à jouer pour la révolution digitale en Afrique, qui reste quand même relativement peu avancée aujourd'hui et qui va se développer dans les années à venir ? Peu importe. Alors, l'Afrique est une des terres les plus convoitées sur la planète numérique, évidemment. Et là, je crains que pour l'instant, la Chine ait pris un peu plus d'avance que l'Europe en la matière. Vous avez les principaux acteurs du numérique chinois, les Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, etc., qui ont des positions déjà très avantageuses sur une partie du continent. L'Afrique francophone est un petit peu à part encore aujourd'hui, même s'il y a des offensives de la part des sociétés chinoises qui sont à signaler. Mais effectivement, ça va être un terrain de bataille assez intense, je pense, en matière numérique. Et là, l'UE a des atouts à faire valoir. Évidemment, une connaissance très fine de ces pays, avec des liens culturels et politiques aussi très établis. Donc c'est aussi un atout en matière de numérique, je pense. Après, il faut aussi déployer une stratégie industrielle qui soit cohérente. Donc là, le gouvernement chinois a une politique très offensive, qui part du haut, et avec des contacts noués avec les principaux pays africains qui sont quand même assez importants. Donc voilà, compétition assez rude, je pense, entre Européens et Chinois pour la bataille du numérique africain. Merci beaucoup. Vous avez parlé beaucoup jusqu'à maintenant du Web 2.0. On a vu que Mazars s'était même positionné au début de semaine sur le Web 3.0, les ICO, la blockchain. On n'en a pas du tout parlé. Qu'est-ce que vous attendez dans les prochaines années comme mouvement en termes géopolitiques impulsé par ces nouvelles technologies ? Sur la blockchain, intéressant vu que le principe c'est d'être complètement décentralisé. Mais effectivement, comment est-ce qu'on... Enfin, il y a des vrais sujets en ce moment sur la manière dont on va encadrer ces développements, comment est-ce qu'on va réguler, etc. Donc, Mazars cherche justement la stratégie à adopter, en sachant que, en termes de régulation, tout le monde se pose encore énormément de questions. Tout le monde en parle, mais finalement, peu de personnes le font et encore moins de personnes le font bien. Donc on n'a pas la prétention d'avoir le fin mot de l'histoire sur le sujet. C'est quelque chose de très intéressant, très décentralisé. Donc là, on n'est plus du tout sur des frontières. On s'est un peu affranchi de tout ça. C'est le propre de la blockchain. Mais quand même, ceux qui les utilisent, on en revient toujours aux usages. Où sont-ils ? Comment vont-ils utiliser ces capacités ? Et comment les pays, les organisations se positionnent sur le sujet. Je ne sais pas, Julien, si tu... Alors, j'ai un peu moins étudié la question de la blockchain, mais c'est vrai que ça rebat totalement les cartes au fond du système monétaire international, puis puisque centré depuis 1945 sur la prééminence du dollar. Donc si vous remettez à plat toutes ces cartes, que va-t-il en être de ce système financier ? Voilà, donc ça c'est évidemment un aspect fondamental. L'autre dimension aussi à explorer, c'est justement les efforts des gouvernements pour essayer de réguler et de contrôler la blockchain. Ça reste encore un champ qui n'a pas été très exploré, mais vous avez des débats très nourris, y compris en Europe d'ailleurs, entre Français, Allemands, Britanniques en particulier, mais aussi évidemment dans les démocratures, que sont la Chine, la Russie, la Turquie, etc., pour ne pas les citer, sur la meilleure façon de contrôler tous ces flux qui échappent en majeure partie aux États. Donc ça, c'est évidemment un risque pour eux. Je ne sais pas si on a répondu à votre question d'ailleurs.
bonjour. Moi, je suis encore un Schneider Electric, mais détaché aujourd'hui dans un pôle de compétitivité qui s'appelle Minalogic, qui est le pôle de compétitivité des technologies du digital. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un sujet au niveau de ce leadership qui est le financement ? C'est-à-dire que d'un côté, me semble-t-il, on a des administrations américaines puissantes, la NASA, le NOAA, le DOE, etc., qui sont capables d'investir massivement auprès d'entreprises sur ces technologies. Et de l'autre côté, on a quand même un peu l'impression d'avoir un millefeuille européen avec l'Europe, les États, les régions, les métropoles, etc., qui chacun mènent un petit peu leur petite politique, entre guillemets, de support à la recherche. Quelle est votre opinion là, sur ce point-là ? Je peux commencer, je te laisse compléter. Effectivement, c'est un sujet. Oui, le gouvernement américain finance grandement la recherche fondamentale, mais aussi appliquée aux États-Unis, et a permis, le département de la Défense a permis de faire de grandes avancées en sciences. C'est un peu moins le cas en France, beaucoup moins le cas en France et en Europe. Effectivement, c'est l'une des différences que l'on a notées. On sait que la Chine a énormément investi aussi, a fait des efforts considérables en intelligence artificielle, en termes de financement justement d'universités, de recherche, pour arriver au stade où ils en sont aujourd'hui. Donc oui, il y a une vraie question, une vraie stratégie à mener d'un point de vue européen, et je pense qu'on n'a pas encore trouvé la solution commune à tous les pays, malheureusement. Et qu'on est effectivement dans cet effet millefeuille qu'on retrouve encore dans pas mal de domaines en Europe, malheureusement, mais je pense que nous avons tous espoir que cela change. En tout cas, il y a une forte demande pour que cela change. Oui. Bien sûr, et pour prolonger ce que vient de dire Claire sur le contexte américain, il faut bien avoir l'esprit que une partie des origines de l'Internet provient des financements de la DARPA, donc de l'armée américaine et du Pentagone. Et aujourd'hui, un autre chiffre qui est absolument central aussi, c'est que le Pentagone dépense chaque année à peu près 70 milliards de dollars en recherche et développement, soit 2 fois les budgets cumulés de Google, Facebook et Apple. Donc c'est un chiffre absolument colossal. Donc voilà, donc le Pentagone aussi cristallise pas mal d'efforts de recherche et développement en la matière. Et Claire mentionne aussi le cas de la Chine, avec des avancées spectaculaires en IA, et un particularisme de la Chine en matière d'IA, c'est au fond une volonté de faire avancer le développement civil et militaire de l'IA en même temps, alors que les Américains ont un peu plus de réticence, je fais référence au Google et consorts, ont davantage de réticence à s'impliquer dans des applications à finalité militaire. Au contraire des Chinois, les Baidu et Tencent collaborent de très près avec l'armée, avec le parti. Il y a des laboratoires conjoints avec l'armée populaire. Donc ça, c'est quelque chose de très, très ancré aussi en Chine. Voilà, une dualité civilo-militaire aussi très, très particulière là-bas. Bonjour. Alors moi, j'avais une question. Au-delà de si l'Europe peut prendre le leadership de la révolution digitale face à Silicon Valley, est-ce que la France plutôt, peut devenir la Silicon Valley de l'Europe ? C'est l'un des enjeux majeurs, je crois, de notre président de la République actuelle. Et surtout, comment la France peut faire pour arrêter de voir partir ses élites ? Comment elle fait pour qu'aujourd'hui, un jeune qui sort de grande école de commerce ait plus envie et plus d'intérêt à rester en France que de vite s'en aller aux États-Unis, où actuellement il aurait plus d'opportunités ? Il y a déjà une question de volonté politique derrière tout ça, effectivement. Et là, on est plutôt dans une période où on a quelques signes de bonne volonté ou de volonté d'aller plutôt dans ce sens-là. C'est ce que je soulignais tout à l'heure. On a une vraie émergence de l'entrepreneuriat à travers notamment les startups. C'est avant tout une question, effectivement, de volonté politique et des moyens qu'on met derrière. Claire, tu évoquais tout à l'heure tous les systèmes de visa. Il y a la question de la fiscalité aussi qui est en toile de fond de tout ça. Voilà, c'est un ensemble de choses, mais avant tout, ça part d'une volonté politique, me semble-t-il. Oui, tout à fait.
c'est bien que les étudiants français partent à l'étranger, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Chine, voilà, pour s'imprégner d'autres modes de pensée et puis nous ramener cette richesse. Donc il faut travailler sur l'attractivité de la France pour faire revenir ces personnes, pour faire venir des Américains, des Chinois, etc. Là-dessus, il y a toute la politique de visa, d'immigration choisie. On commence à s'y mettre avec le French Tech Visa, où on voit qu'en très peu de temps, finalement, c'est ce qui est surprenant, vous avez des gens qui sont intéressés, qui viennent. Mais il y a aussi toute cette histoire de fiscalité, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez monté une société, il y a tout ce qui est transmission, les impôts que vous allez payer entrent en ligne de compte sur l'endroit où vous allez bien vouloir vous implémenter. Donc tout ça, c'est des sujets peut-être qui se travaillent un peu plus sur le long terme, mais on voit déjà sur les visas, l'attractivité du pays. On a de la chance, la France est un pays qui est quand même très attractif, hein. Tout le monde connaît la France, tout le monde a envie de venir. Donc il faut continuer à capitaliser et puis voilà, faire bon accueil aux gens qui reviennent, les mettre en valeur, avoir cette reconnaissance, et puis faire bon accueil à tous les étrangers qui viennent rejoindre nos équipes. Bon, il semblerait que ce soit fini. Merci à tous pour votre intérêt et ces questions qui ont permis vraiment d'explorer, je pense, et d'épuiser la thématique. Merci encore.